Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour le chapitre 28, la tour, donc toujours sur Path of Radiance, dans le mode de difficulté difficile. Et donc la tour qui est une tour, et à la droite de laquelle il y a un groupe qui va arriver, qui est nous-mêmes. On va passer un petit chemin de traverse légèrement vers le bas, et on arrivera vers cette tour où il y a un boss qui a fulguration. Et c'est à peu près ça pour cette map. Donc là on vient de voir le rapport de Monsieur Soren. Et on est parti pour le convoi. Donc là, je crois pas qu'il y ait de soutien à cette occasion. De toute façon, je crois qu'on a fait tous les soutiens. Il n'y a plus de soutien, techniquement parlant, maintenant. Donc c'est bon. Alors, au niveau de l'expérience, je crois bien qu'on va mettre 2 niveaux à Monsieur Oscar. Ah oui, un Monsieur Oscar qui a été un petit peu mis de côté ces derniers temps, tout simplement parce qu'il a tous ses soutiens. Hein, voilà. Donc il y avait encore quelques exceptions. Maintenant, ça va plus être le cas puisque tout le monde peut venir, donc ça va. Donc au niveau des techniques, on va retirer évidemment Neil, on n'en a plus besoin, on a passé le Black Knight. On va mettre à la place Bravoure et Miracle qui est un petit bonus à la marge. Hein. On n'en a jamais eu besoin, mais il m'en restait 5 points, donc voilà. Par bonus, je mets aussi l'impact, même si techniquement parlant, ça ne sera jamais utile. Dans Path of Radiance, les techniques ultimes sont un peu de la merde, à moins que vous choisissiez un berserker ou un guerrier, qui vous rajoute, je crois bien, quand même 25% de dégâts, donc c'est pas rien. Alors j'avais dit à un moment donné que c'était 10%, je me suis trompé, hein, c'est 25% quand même. Mais cela dit, bon, on double déjà avec Boyd, donc l'intérêt du bordel n'est pas... voilà. J'aurais préféré par exemple qu'une Astrid ou que Ziark aient des techniques, vous voyez, peut-être un peu supérieures. Alors vous me direz, Ziark peut avoir ça. Le problème de Ziark, c'est que c'est une technique qui est en technique divisée par 2. Ce qui fait que déjà, bon, c'est 5 coups, mais au rabais, hein, divisé par 2 en termes de dégâts. Donc c'est pas forcément toujours utile, selon la défense du pélo. Et puis surtout, effectivement, c'est technique divisée par 2. Donc bon, ça se débat, hein, franchement. Ça va pas se déclencher souvent, contrairement à Colosse, qui se déclenche en technique %. Hein, voilà. Il y a Ether aussi qui est dans ce cas-là, je crois bien. J'aimerais pas dire de conneries, mais c'est quand même pas mal. Mais voilà, Ether, on peut pas le mettre à la place de Bravoure et de Kourou. Hein, voilà, ça ne vaut pas quand même. Hein. Il y a un combat pour Ike qui doit passer le mieux possible, et c'est ce combat-là où on a le plus besoin. Voilà, c'est contre Ashnard. Le reste, on s'en bat les couilles, hein, franchement. Il n'a jamais vraiment de problème. Si vous lui mettez bien une lame en argent, il n'y a aucun problème avec Monsieur Ike. Hein, voilà. C'est pas un argument. Évidemment, faut pas rester avec une épée en fer, parce que les épées sont quand même assez faiblardes, surtout avec les cartes max des mecs qui manipulent justement les épées. Faut vraiment avoir les armes les plus puissantes le plus vite possible, et tout le temps. Parce que les épées, ils ont beaucoup de mal quand même à s'en départir. Voilà, donc je fais un petit peu de ménage. Alors évidemment, je vais mettre les armes, effectivement, Laguse. Alors, ces armes Laguse, parlons-en. Pour tous ceux qui ont, effectivement, le maniement des haches, il n'y a qu'une arme qui est plus intéressante qu'une hache en argent forgé, c'est la hache Laguse. Et alors vous dites, oui, mais c'est logique, du coup, bah, si tu croises des Lagus, tu utilises la hache Laguse. Mais non, puisque en fait, on n'en aura pas pour tout le monde. On en a pas mal, on en a volé quelques-unes de hache Laguse, mais il n'y en a pas pour tout le monde. Ce qui veut dire que, par ailleurs, il reste des arcs Laguse, des épées Laguse, etc. Le problème, c'est que aucun de ces éléments n'est intéressant réellement. Hein. Il n'y a que la hache Laguse et la lance Laguse qui sont au niveau pour dépasser une efficacité de 21 points de dégâts, comme on voit là, c'est-à-dire en hache en argent. Voilà. Puisque je crois bien que, effectivement, la lance Laguse c'est 12, et la hache Laguse c'est 13. Dans ce jeu, ce n'est pas x3, mais x2, hein, les efficacités. Donc, 12 x 2, ça fait 24, donc c'est bon. Mais par contre, si je suis à 10
eh bien, ça ne va pas. Comme les arcs Lagus, par exemple, c'est que à 10. La hache en argent forgé va faire 21. Donc 10 x 2, ça fait 20, c'est en dessous. Pour les arcs. Pour les épées, c'est 9, c'est encore pire. Ça fait que 18. Ce qui fait qu'en fait, on en est au point où, comme on n'a qu'un mec finalement qui est Ike, qui peut manier les épées, ça devrait être lui, la hache. L'épée Lagus. Sauf que lui fait déjà 18 points de dégâts. Et que 9 x 2, ça fait 18. Et en plus, Raniel fait du critique et est plus précise. Et attaque à distance. Donc bref, hein, vous aurez compris que pour les épées, c'est une vaste blague. Le seul cas exceptionnel, c'est si vous ne maniez que les épées, où la question se pose. Mais nous, on n'a pas ce genre de cas dans la team. On n'a que des mecs qui sont en double instance. L'arc Lagus pour Astrid. Il y a aussi pour Monsieur Makaloff l'épée Lagus. Bah non, là on va prendre la hache Lagus pour lui, évidemment. Bref, vous l'aurez compris, c'est très vite plus intéressant d'avoir soit une lance Lagus, soit une hache Lagus, tout simplement. Voilà. Par ailleurs, je crois qu'on a forgé un objet qui était... c'était lequel? Du coup, j'ai pas suivi, il y avait Diable Rouge Casse-Brique, Discipline... je sais plus lequel j'ai forgé. Je ne sais plus... C'était peut-être Discipline, non, quand même. Ouais, c'était ça. Ça me dit quelque chose, ouais, je crois que c'est ça. Donc, Discipline que j'ai octroyé à Monsieur Oscar et que j'ai mis en vert hein, pour faire la petite dédicace. Hein. Toutes les armes sont référentes de leur porteur. Voilà, donc là je fais un peu le tri parce qu'effectivement je mets des arcs Lagus et compagnie, mais c'est pas si utile que ça. Beaucoup de méli-mélo hein, sur ce convoi parce que je voulais vraiment le meilleur pour mes troupes. D'ailleurs là ça sert à rien, j'ai même pas vu ça, mais en fait c'est complètement con puisque l'épée Lagus est beaucoup moins bien. Donc c'est un fait. Voilà. Alors je sais plus si je m'en suis rendu compte à la validation ou si je vais aller au bout du bout avec ça, j'ai un petit doute en fait. Voilà, alors on fait ça tout simplement parce qu'il y a beaucoup de Lagus hein, sur cette map, là vraiment il y a presque que ça. Et surtout il y a des dragons qui sont assez résistants, hein, donc utiliser des haches Lagus avec des mecs qui ont beaucoup de force, c'est très utile. Hein. Donc un des meilleurs utilisateurs actuellement dans notre team, c'est peut-être soit Monsieur Har, soit Boyd, soit Kieran avec son soutien de plus 1. Puisqu'il arrive à 27, c'est pas mal quand même. Alors attention, hein, quand même l'efficacité, c'est toujours l'arme hein, qui est doublée et non pas la force en l'état. Hein. Voilà. C'est pour ça que c'est toujours dépendant aussi de la puissance de l'arme. C'est pour ça que dans ce genre de cas, les haches sont favorisées, hein, tout simplement. Même s'il y a un peu moins de précision, ça vaut beaucoup plus de pouvoir multiplier par 2 ou par 3 selon les Fire Emblem. C'est toujours très très la violence. Alors donc là, je vais faire un petit dispositif assez sympa, je pense, puisque évidemment, on n'a pas perdu de vue qu'on va voler les objets. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va rebooter Monsieur Har pour qu'il emporte le voleur et qu'il le dépose à une position avantageuse, hein, tout simplement. Voilà, donc là en fait il suffit de prendre finalement la case d'herbe, vous comptez une case à droite et encore une fois 2 cases en dessous. C'est un petit peu comme certains mouvements d'échecs, hein, pour ceux qui connaissent un peu, voilà. Qui se déplacent un petit peu bizarrement, hein, de traviole. Hein. Pour ceux qui connaissent un peu. Et bah là c'est pareil, mais vers le bas, tout simplement. C'est une sorte de L, hein, tout simplement.
Eh bien, c'est mon repère hein, pour positionner Monsieur Har. Donc tout d'abord, on a Volk qui doit bousculer le héron. Voilà. Pour qu'il soit en face, hein, tout simplement, qu'il soit à la bonne, au bon nombre de cases, voilà. Ensuite, Monsieur Har sauve Volk. Il se met à la case dont je vous ai parlé. Et on peut rebooter Monsieur Har, tout simplement. Donc là, l'objectif, en fait, c'est de voler l'homme qui est un peu casse-pied, qui est juste là. Alors ça nous rappelle des souvenirs, hein, tout ça, ça nous rappelle un peu les souvenirs de la forêt de Sérénès, hein, notamment on a fait un peu ça. Voilà, c'est le même principe, on ne pourrait pas passer normalement, on utilise les unités volantes pour faire une expédition spéciale, et comme ça, tout va bien. Voilà, donc là, on indique la position pour les unités alliées, qui sont Tibarn, hein, notamment. Enfin, d'ailleurs, je dis qui sont, mais en fait, il n'y a qu'une seule personne. Donc voilà, il n'y a que Tibarn. Voilà, donc on essaie de reculer un peu, voilà, parce qu'il est quand même un peu exposé, hein, donc prudence. Il y a quand même de la menace, il y a quand même des tigres, etc. Donc voilà, faites pas trop les marioles. Voilà, alors le problème, je sais bien de le montrer ça, hein, pour faire le mariole et vous le montrer, parce que c'est pas du tout intéressant en fait de prendre l'épée. L'épée, généralement, quand vous avez la double incursion hache et épée, voilà, hein, clairement, 9 x 2, ça fait du 18. Hein. Ça fait du 18 versus une arme forgée avec une hache qui est à 21. Donc fin du débat. Hein, on sera plus précis, et voilà, enfin, il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat. Donc c'est vrai qu'au sommet de la chaîne alimentaire se trouve la hache. Hein. Non mais voilà, vous pouvez remuer le truc dans le désordre, dans l'ordre, voilà. La hache sera toujours la valeur forte, hein, tout simplement. Alors par ailleurs, effectivement, on va utiliser Tormod pour sommeiller, maintenant je donne ce terme-là, on va sommeiller quelques unités hein, qui sont un petit peu gênantes. Alors, certaines, c'est du bonus. Pour d'autres, c'est un petit peu, si vous voulez, pour se faciliter la tâche. Donc on va sommeiller notamment le mec qui a lui-même sommeil. C'est un évêque, je crois bien. Alors la petite erreur de ma part, c'est la seule de la vidéo. Il y a un mec là qui a un arc, je crois bien, un guerrier. Et ce guerrier, en fait, je l'ai tué inopinément, alors que j'aurais pu le laisser vivre, faire qu'il nous suive jusqu'au centre de la map, et ensuite le voler avec le voleur quand il serait disponible. Voilà. Donc là, problème que j'ai, si vous voulez, c'est effectivement, encore une fois, non pas finalement un garde immobile, mais un garde mobile, ce qui fait qu'il peut se déplacer avec sa météorite, et donc ceci expliquant cela. Alors certains me diront, oui mais attends, mais c'était bien pareil avant. Non, on le rappelle encore une fois, c'est pareil que dans le chapitre 27, c'est des gens, et pareil que dans le chapitre 26, c'est des gens qui même quand vous êtes en dehors de leur portée virtuelle, ils vont quand même se déplacer pour aller prendre les cases nécessaires pour aller... voilà, parce que s'ils se déplacent, ils ont plus 10 cases. Ils ont 10 plus 6, vous voyez. Et donc ça devient très délicat. Vous prendrez les mecs immobiles du chapitre 18, on était largement dans la zone des faits, et pourtant, ils se déplaçaient pas, hein, ils étaient immobiles. Voilà. Et d'ailleurs, vous le remarquez, si vous sortez du champ ensuite, les mecs ne vous poursuivent pas. Vous voyez, il n'y a pas de mouvement, voilà. Donc c'est très simple, vous voyez, il y en a plusieurs types. Et encore une fois, je vais rappeler un argument clé que j'avais déjà donné d'ailleurs dans les commentaires et puis même dans les vidéos. À partir du moment où on a chopé les premiers, vous voyez, les plus importants finalement. Déjà, dès qu'on en a un, on a déjà des options. On peut choisir, sur les moments où on en a besoin, on peut choisir quand gaspiller ces 5 charges. Et très vite, on en vole un deuxième, etc. Vous voyez, enfin... Donc ensuite, les suivants sont moins utiles, surtout si vous avez des gens qui font chier comme ça. De toute
Surtout que là, on peut pas me dire qu'on peut faire la technique du quadrillage. Hein. Là, ça serait impossible. Hein. Donc, non. Hein. Et puis surtout, on n'a pas que ça à foutre, quoi. Rester en dehors, machin. Non, on doit avancer quand même. Hein. On n'a que 10 tours. Alors, on a encore un petit peu de marge à la fin, mais voilà, on a quand même pas mal de choses à faire. Donc, voilà. Voilà, donc je check un petit peu ce que je peux prendre. Voilà, mon but c'est le sommeil ici, hein, très clairement. Encore une fois, on vole quasiment tous les objets. Donc c'est ça. Donc là, voilà, météorite Bolganon. Alors, voilà, après, je sais pas, hein, peut-être que si on colle Art et qu'on lui enlève son arme, qu'on met le voleur contre, mais dans tous les cas, je vous le dis, dans tous les cas, il va utiliser une charge. Donc c'est déjà pas très très clean, vous voyez. Donc après, on va voler une météorite avec 4 charges maximum. Et il faudra en plus de ça laisser les gens derrière. Ça retarde de façon folle. Bref, j'ai juste besoin de l'expérience, moi, pas des objets, maintenant je m'en tape. Donc je choisis le Bolganon, ça me va très bien, un des deux. Hein. Et en plus comme ça derrière, je peux le sniper, il nous fait plus chier, et on n'en parle plus. Voilà, comme ça, non mais comme ça il vous fait pas chier parce qu'il y a peut-être des gens qui seront sensibles un peu plus aux dégâts finalement de magie, hein, donc on sait jamais, hein, voilà. Donc le sommeil, alors ça m'intéresse. Le sommeil, on va le faire évidemment sur le mec qui a le bâton de lui-même de sommeil. Alors vous voyez, 65%, hein, c'est pas énorme. Vous voyez que de cette distance-là, c'est pas énorme. Donc imaginez ce qu'aurait fait Myst, hein, quand même. Alors sachez quand même hein, que j'ai fait un petit calcul à un moment donné. Je sais pas si je vous l'avais dit ça d'ailleurs. Je voulais savoir si avec les cases supplémentaires de Myst, elle gagnait autant de précision que finalement Tormod. J'avais fait le calcul, je vous promets. Hein, j'avais vu la formule sur Serenes Forest. Et j'ai fait le différentiel entre Myst et Tormod. Vous voulez voir le résultat? Ben, je vais vous le donner. Alors, en fait, Tormod, il faut savoir que dans la formule, la magie, c'est la chose la plus importante. Parce qu'en fait, c'est multiplié. C'est cette valeur qui est la magie est démultipliée. Ce qui veut dire qu'en fait, en réalité, même avec les cases de plus, hein, c'est-à-dire la case de plus, et même Soren, non en fait attendez, je crois que j'avais comparé aussi avec Soren, voilà, j'avais fait Soren. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, c'était même pas Tormod, je me trompe en fait. J'avais fait ce calcul pour comparer Soren et Myst. À l'époque, on avait eu le débat juste après le chapitre 26, on a eu un débat hein, sur ce chapitre-là, et j'avais voulu comparer pour voir vraiment si c'était true story vous voyez, d'en faire un avantage réel. Et j'avais comparé Soren avec Myst. C'est pour ça qu'il n'y avait pas... voilà, lui il avait son nombre de cases et elle 3 cases de plus. Voilà, donc il y avait Soren avec sa magie supplémentaire de 30 et Myst avec ses déplacements supplémentaires, donc 3 cases, donc, quelque part. Et je voulais comparer ça. Quel était le résultat? Donc, il faut savoir que la magie, en fait, a une importance monstrueuse dans le calcul. Voilà. C'est ça qui est multiplié par 2, je crois, un truc comme ça. Et si vous voulez, effectivement, la distance a un impact, mais sachez que ça n'a pas un impact majeur. Tout comme, effectivement, je crois que ça rajoute aussi la chance. Donc j'ai mis la chance qu'avait supérieure qu'avait Myst, hein, effectivement, parce que ça joue aussi un rôle. Mais là aussi, c'est un facteur mineur, et à tel point qu'en différence pure, Soren reste plus précis de 20%. Voilà. Je vous mens pas, vous referez le calcul si vous voulez. À distance égale, donc quand je dis distance égale, c'est-à-dire que Soren a moins de 3 cases, c'est-à-dire qu'il est 3 cases derrière, hein, quelque part, voilà. À distance égale, avec, j'ai pris les avérages, hein, donc au niveau 20, je crois bien. Donc ce qui est à la défaveur même de Soren, hein, puisque avant le niveau 20, il a l'avantage, puisque elle une fois qu'elle cape assez tard, lui cape beaucoup plus tôt, donc du coup, voilà. Hein. Notamment...
Non, attendez, je dis n'importe quoi, attendez. La magie, est-ce qu'il capte pas? Non, je crois qu'il est juste au bord du cap. Donc je dis, non, je retire ce que j'ai dit. Hein. Mais je crois, voilà, en fait, non, c'est plutôt différent. C'est que, en fait, et c'est où que j'avais vu ça, c'était avec... Donc le niveau 1... Voilà, en fait, c'est au T1. Au T1, en fait, elle gagne... vraiment, elle est totalement derrière, en fait. Donc si vous avez un Soren qui est T2 et elle qui est T1, Soren, il est 1000 fois devant. Mais dès qu'elle est T2, elle rattrape un peu son retard. Et tout du moins en termes de magie, c'est assez équivalent. Enfin, voilà, parce que c'est aussi ça. Par contre, à partir d'un certain cap, dès qu'on se rapproche du niveau 20, là c'est plutôt à la faveur de Soren, puisqu'il commence à gagner des points au-dessus. Voilà, donc plus il est entraîné, et plus il est haut dans les sphères, ce qui arrive très vite en fait, hein, parce que les mecs peuvent facilement être niveau 20 très vite. Hein, voilà. Donc c'est quand même notable. Et bien à ce moment-là, je crois qu'il a donc autour de 30 de magie. Et donc à ce moment-là, il a 20% de chance de plus que Myst d'être précis sur ses bâtons. On va maintenant repartir de l'exemple qui nous a fait prendre ce parcours de discussion. On est parti sur Tormod qui était à 65%. Et bien imaginez, ça serait la même situation puisque Tormod a maxé sa magie. Voilà. Donc en fait, Myst au même endroit, elle aurait fait 45% de précision. Et ouais, mais c'est plus la même chose. Hein. Déjà que c'est à 65, c'est pas non plus assuré que ça marche. Hein. Mais donc 45, là, ça devient carrément improbable. On est en dessous de 50%. Donc, personnellement, et sachez qu'en plus, il y a une double vérification hein, des pourcentages dans ce jeu-là. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, hein, parce que c'est technique. Mais en gros, dans les Fire Emblem, chaque Fire Emblem a sa technique de calcul. Et des fois, vous avez l'impression que 85% ça réussit presque toujours, alors que des fois vous avez 85% et vous avez l'impression que c'est comme dans Pokémon où 85% vous avez l'impression que ça loupe tout le temps. Hein. Voilà, non mais c'est vrai. Voilà. Et je parle même pas de 70% dans Pokémon où vous avez l'impression qu'une fois sur deux vous avez. Ce qui est, en fait, c'est le cas parce que finalement on n'est pas si loin que ça d'un 30% et ça commence à se jauger finalement. Et c'est le vrai pourcentage, c'est le vrai ressenti. C'est pour ça que Fatal Foudre ne m'a jamais... voilà, j'ai jamais aimé en fait. Hein. Donc voilà, non mais c'est ça le truc, hein, c'est que en réalité, c'est le vrai pourcentage. Et en fait, dans Fire Emblem, la plupart des Fire Emblem, il y a une double vérification, ce qui fait qu'en fait, vous avez une double chance de pouvoir frapper vraiment. Ce qui fait que, je me rappelle plus trop des chiffres, mais je crois qu'un 85% c'est un 93%, un 70% c'est un 82%, vous voyez, enfin, en fait, ça remonte un peu votre pourcentage quelque part, vous voyez. Donc, ceci expliquant cela. Et donc là, effectivement, en ayant 65%, on a une faveur. Par contre, je crois bien que quand vous avez justement en dessous de 50%, là, ça accentue l'effet négatif. Je crois bien que c'est ça la règle. Donc, il faudrait pas... Vous voyez, c'est pas très très bon à ce niveau-là. Donc en gros, c'est pas vraiment une bonne manieuse de bâton de sommeil, hein, Myst, effectivement. Donc c'est là où on rejoint le débat Soren, Myst, effectivement. Alors, la magie est assurément le truc le plus important dans le calcul, hein, clairement. La chance comprise et effectivement le déplacement inclus. Hein, voilà. Oui, parce qu'effectivement, Myst a une meilleure chance. D'ailleurs là, elle a 32, c'est vraiment impressionnant. Mais voilà, elle a vraiment une excellente chance, hein, donc peut-être même plus que Soren, donc voilà. Et moi j'ai pris les avérages, hein, j'ai même pas pris voilà, les probabilités balthazariennes, vous voyez, quand je refais les chapitres, parce que ça c'est mon délire. Mais j'ai pris les avérages, hein, voilà. Donc à partir de ce moment-là, bon, voilà, il n'y a plus de débat, quoi. Soren est un meilleur manieur de bâton et un meilleur soigneur en fait, hein, quelque part, on pourrait dire. Le déplacement n'étant plus un problème avec le remède, hein, donc voilà. Voilà, petit cafouillage un peu, là, bon, même malheureusement, pour le chapitre ou pour mes critiques, hein, quelque part, ça ne va pas avoir énormément d'influence parce que tout est sous contrôle, il n'y a pas énormément d'objets à voler, donc ça passe encore. On peut s'octroyer un petit moment de flottement où pendant un tour on ne va rien voler. Voilà.
J'ai corrigé ça à la validation, ne vous inquiétez pas. Mais je me suis retrouvé un peu le bec dans l'eau, parce que j'ai fait agir Art en dernier, malheureusement. Donc du coup, j'avais plus personne pour redéposer Volk, notamment. Voilà, donc vous faites quand même de très très gros dégâts. Hein. Qu'un mec physique arrive à faire 19 points de dégâts à un dragon comme ça, je peux vous dire que c'est très puissant. Alors je ne sais pas si on peut les doubler. Là, évidemment, le seul en capacité de pouvoir mener à bien ce test, il n'y en a qu'un seul. Hein. C'est Boyd avec Mist à côté de lui. Hein, voilà. C'est-à-dire que là, il est marge à 33. 33 avec une hache Léguse, et je pense que là, il doit être en capacité de le doubler. Je pense. C'est une hypothèse, hein, mais je pense que ça doit être possible. Parce que là, on n'est pas si loin que ça de la doublette quand même. Hein. Alors, il y a encore quelques points à prendre. Mais voilà, quelque part... Regardez, il lui reste 16. Alors, on va calculer, tiens. Voilà, on va calculer. On va s'amuser là pendant les quelques minutes qui restent. Alors, monsieur donc Makalov n'a pas de bonus de soutien. Lui, c'est un peu particulier. Il n'a pas de soutien qui apporte de l'attaque. Donc, il est à 26. Là, on est d'accord. Il n'y a pas d'avantage au niveau du triangle des armes, donc on est à 26. 26 plus, donc du coup on est à 13, hein, je crois bien. Donc 13 x 2, ça fait 26. 26 plus 26. Donc pour le coup, on est à 52. Hein, on est d'accord. Hein. 52, et là, le mec il restait 16. Donc 16, admettons qu'il y ait 2 coups, il faut le diviser par 2. Donc il nous manque 8 points de dégâts. 8 points de dégâts. Donc si Monsieur Boyd a donc 30, donc il a 4 de plus. Donc ça couvre déjà les 4 premiers points de ces 8 points de dégâts. Et ensuite on rajoute les 3 points de dégâts de son soutien avec Mist. Et donc du coup on est à 7. Il manque 1 point pour pouvoir le... Ouais. Il manque 1 point... attendez, non mais je dis n'importe quoi. Attendez. Et non, alors attendez. Parce que c'est divisé par 2, donc c'est bon. Non, donc ouais, il reste 2 PV, non c'est ça. Parce qu'on le divise par 2 en fait, ouais c'est ça. Donc il reste 2 PV au dragon. Donc 2 PV pour ça. Alors est-ce que s'il a un soutien B avec quelqu'un d'autre, il a quoi comme soutien Boyd? Oui, c'est possible. C'est possible. S'il y a Boyd avec une hache Laguse et donc Mist et Brom en soutien finalement B, avec le niveau B, le mec, il doit avoir 0,5 plus 0,5 x 2 puisque c'est le niveau B. Donc ça te fait 2 points de dégâts et là il peut l'achever. Donc en gros, un Boyd avec une hache Laguse, Brom et Mist à ses côtés. Hein, voilà, c'est ça le truc, tout simplement. Voilà, donc là le troisième bâton de soin n'a pas marché, tout simplement. Alors ça peut arriver, hein. Faut faire avec. Heureusement c'est pas indispensable. Donc oui, hein, c'est bel et bien possible hein, de double shoot un dragon avec du physique. Alors le mieux encore c'est de déclencher un critique, hein. Mais... lui peut-être avec éclair, mais c'est pas encore sûr à 100% évidemment. Hein. Voilà, donc le but là, je vous le dis quand même, c'est de s'amuser un petit peu, donc on laisse en vie tous ceux qui ont des objets qui peuvent être volés, et surtout le but ça va être de faire attention maintenant à ne pas entrer dans la zone d'effet du fulguration. Alors pour le coup, je vous le dis, je vous l'annonce, si vous vous dites ouais mais t'abuses de ces derniers temps, les fulgurations t'en as plus rien à foutre. Oui, mais attendez, quand je peux le faire facilement
et que en plus c'est un petit défi sympa, je le fais. Quand c'est juste qu'il y a un autre objet à voler, voilà. Là il se trouve que la condition est la suivante. Le fulguration n'est pas, je vous le dis bien, n'est pas équipé. Hein. Donc ce qui veut dire qu'en fait on peut le voler facilement, hein, pour le coup. En plus le mec ne se déplace pas, donc j'aurais pu même le jouer différemment, c'est-à-dire me rapprocher du boss pour le faire attaquer avec Mjolnir et déséquiper fulguration, c'est pas le cas. Il est déjà avec le Mjolnir équipé. Le Mjolnir qui est en rouge et qui va donc tomber, et donc du coup c'est une super opération. Hein. Et pour le coup, comme on va le voler, moi je veux le voler avec toutes ses charges, et donc en faisant une petite opération à la bien cousin. Hein, voilà. Donc c'est un peu ça le projet, tout simplement. Et alors, voilà. Le problème c'est qu'en fait, c'est toujours délicat parce qu'en fait, on vous met la portée du boss, mais on voit pas vraiment sa portée réelle avec les 10 cases de fulguration. Donc il faut compter à chaque fois soi-même, hein, c'est tout simple. Pourquoi ? Parce qu'en fait il a le Mjolnir d'équipé, donc du coup en fait le gars, on voit pas sa portée d'effet avec fulguration, tout simplement. Donc là on le voit comme s'il pouvait se déplacer, mais c'est pas la bonne référence en fait. Hein. Donc lui il avait rien sur lui, hein, je précise quand même. Alors, retour à l'arc de Mademoiselle Astrid. Et ouais, une fois que vous avez les haches, hein, c'est... L'arc ça devient lol, hein, ça devient loulilou-lol. Pourquoi attaquer à 2 cases sans répartie quand on peut faire plus de dégâts et attaquer à 1 à 2 cases? Ou même faire beaucoup plus de dégâts à une seule case de distance? Telle est la question. Non mais voilà, c'est toujours pareil. Je vous ai dit, c'est sympa, hein, enfin je veux dire, quand c'est court dans le temps, avoir une petite phase avec un arc, enfin voilà, enfin je veux dire, on a quand même des archers dans certains Fire Emblem qui peuvent se jouer, vous voyez, si vous faites gaffe, voilà. En plus, elle se replace en fin de tour, j'ai envie de vous dire. Donc c'est encore plus, vous voyez, souvent les archers, vous les amenez, hop, ils restent sur place avec, en ayant fait leur œuvre. Elle peut se replacer en fin de tour, donc elle peut même se reculer au pire. Hein. Donc non, franchement, c'est... Et puis ça dure tellement peu, voilà. Moi j'ai le souvenir du truc du bateau, voilà. Et puis voilà, il y a quasiment ensuite c'est la forêt de Sérénès, elle est déjà en T2 quoi, vous voyez, enfin c'est limite c'est ça quoi. Donc non, c'est quand même fort. Hein. Voilà, donc là il y a un mec qu'on doit voler, silence et cure. Mais c'est vrai qu'avant il faut peut-être s'occuper du boss, parce que c'est vrai que franchement ce boss là est un peu chiant avec fulguration et on doit le gérer avant. Hein. Donc là je me suis fait un petit groupement là, vous avez vu, hein. C'est pas anodin tout ça, tout est calculé évidemment. Hein. C'est fait pour. Là c'est aussi fait pour. Ça reste limité, ça va. Et en plus ça augmente son taux de transformation, donc c'est toujours bénéf. Alors c'est évidemment c'est no pain, no gain, hein, oui, c'est un petit peu... si vous prenez trop de coups, vous mourrez, mais voilà, si vous savez calculer, avec le héron, c'est cool, quoi.
Alors c'est vrai que les puristes, hein, je m'excuse par avance auprès des puristes, parce que je donne l'impression de se faire un truc très très serré avec le héron, alors qu'à la fin, on attend le voleur pour qu'il vole tous les objets. Donc ça peut paraître un petit peu, voyez, mais ça c'est bon, c'est dans mes habitudes, puis je trouve que c'est toujours pas mal. Hein. De toute façon, c'est même pour un joueur lambda qui veut pas jouer le tour, qui veut jouer 100 tours par exemple, je trouve de toute façon que avoir le bénéfice de rebooter 4 personnes au lieu de jouer normalement, vous avez de toute façon un intérêt, ce qui n'est pas le cas tout le temps. Hein. Et dans la plupart des Fire Emblem, c'est pas le cas. C'est-à-dire que dans la plupart des Fire Emblem, vous avez un danseur, hein, généralement, hein, pour la plupart qu'on a eu déjà, c'est un danseur qui reboot une personne. Et c'est vrai que là, moi, j'ai toujours été un petit peu, comment dirais-je, un peu choqué. Vous faites jouer quelqu'un pour un autre, quoi. Donc c'est un petit peu, bon, ça pourrait presque... À la limite, il faut mieux prendre quelqu'un d'autre. Le seul avantage, c'est que la voleuse ou le voleur, ou la danseuse ne prend pas l'expérience, si vous voulez, d'attaque sur la map. C'est vrai, c'est un avantage, mais c'est le seul, hein, parce que sinon, vous prenez quelqu'un d'autre, et c'est un autre qui joue à la place de celui qu'on aurait rebooté. Hein. Éventuellement. Et puis des fois, c'est mieux d'avoir de la diversité. Au lieu de prendre 2 mecs avec des épées et une danseuse, je prends un mec avec une hache et un mec avec une épée. Vous voyez, on peut le voir comme ça aussi et c'est pas forcément toujours intéressant. Donc oui, les danseurs et danseuses, c'est une personne de rebooter. C'est pas si ouf que ça, mais là, dans F9 et 10, vous avez un héron, ça reboot 4 fois. Quand on est sur F4, ça reboot 4 fois. Donc, fatalement, voilà. Hein. C'est quand même oufissime. Alors moi, j'ai toujours été adepte d'une idée que j'avais déjà dû dire, hein, je pense, ici ou là. Mais, effectivement, moi, j'ai toujours été adepte de l'idée de Léane. Voilà, je crois que Léane, c'est la bonne référence pour les futurs Fire Emblem. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on va pas aller jusqu'à 4, parce que c'est vrai que 4, mine de rien, vous avez une team de 10 personnes, souvent 10 à 12, hein, en sélection de team. Et puis voilà que vous avez 4 nouvelles personnes qui peuvent jouer à nouveau. C'est vrai que c'est fort. Une personne, on a vu que c'était peut-être un petit peu léger. Bah moi je propose que les voleurs fassent rejouer 2 personnes. Vous dansez quand même pour un public de 2 personnes. Pourquoi pas? Donc sur, par exemple, 2 cases adjacentes qui sont... on va dire, soit verticale, soit horizontale, hein, donc les 2 personnes, comme faisait Léane en fait, hein, tout simplement, hein, je crois bien. Donc tout simplement. Comme ça, c'est pas 4, c'est pas oufissime, mais c'est quand même 2, et ça fait rejouer, vous prenez une personne pour avoir une personne de plus, quelque part, vous voyez, hein, que la danseuse elle-même, si on l'avait pas prise, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Moi, je défends cette idée dans ce débat-là, et... je pense que ça serait l'idéal, vous voyez, pour faire un compromis à peu près correct, vous voyez. Voilà, après c'est un petit peu différent là, parce que Rayson il a besoin d'être transformé, vous voyez, donc il y a une contrepartie quand même, hein, mais bon, même, ça fait quand même... parce qu'il suffit de le faire qu'il soit attaqué, et très vite, autour de 2, 3, 4 maximum, c'est vraiment le max, 4, parce que sinon après je crois qu'il se transforme au niveau tour 5, hein, tour 5-6, donc bon, c'est pas, ça serait déjà beaucoup, mais au tour 2-3 il peut déjà se transformer, et là c'est vrai que c'est vite violent, quoi, parce que surtout si vous jouez le tour, en 10 tours ensuite il reste transformé quasiment jusqu'à la fin, et voilà. C'est quand même beaucoup. Alors voilà, un jeu reboot avec le héron. J'ai monté une petite expédition tranquille pour rapprocher le voleur et quelques fighters. Donc l'objectif est très simple ici, ça va être de faire le passage pour le voleur. Bon alors sachez quand même, hein, je vous le dis quand même globalement, là on va pas pouvoir du coup le rebooter parce qu'il est déjà rebooté, mais sachez quand même qu'il y a un petit risque, hein, de l'avoir laissé comme je l'ai fait là, un petit risque de critique. Le Mjolnir a 15% de coups critiques. Partant de ce principe-là, il y a quand même un risque, je crois qu'il est resté 7% de critique, ouais, mais si ça tombe sur le moment où il vous attaque avec Mjolnir, une seule fois, il y a un petit risque, hein, donc sachez-le. Donc là par exemple, j'avais une option que je n'ai pas prise, que j'aurais pu prendre, d'utiliser Makalov pour récupérer Volk et le ramener derrière, hein. C'était possible. J'ai choisi de faire le casse-cou, mais j'ai pris un risque quand même.
Donc effectivement, j'ai commencé à modifier comme je fais tout le temps, hein. À chaque nouvelle itération, je modifie mon Word pour mes futurs tests éventuellement. Voilà. Tout ce que j'ai acquis et glané comme information. Et donc là, ma dernière trouvaille, c'est... Bon, vous le connaissez déjà, hein, je l'avais dit à la fin du chapitre 27. Mais c'est... Voilà, je vais remplacer Myst par Soren, tout simplement. Et après ça, on aura un résultat qui sera vraiment très très performant. Parce que moi, ce qui m'intéresse dans cette façon de jouer, quand je prends les objets, hein, j'entends, c'est effectivement d'être précis avec les bâtons de sommeil. Voilà. Donc c'est très important pour moi. J'y perds pas beaucoup en termes de soins, puisque j'emploie la même méthode, hein, c'est-à-dire le magistère du chapitre 22, hein, sur la salle du trône avec D1 là. Donc ça change pas. Soren qui prend son niveau à ce moment-là. Tormod qui, en attendant, est le soigneur principal. Vous voyez, ça change rien, hein, voilà, ça fait pareil. Sauf que Soren, du coup, je peux l'utiliser un petit peu au chapitre 4, 5. Ensuite, je le lâche un petit peu et je le reprends dès que je peux le reprendre. Dès que je dois le virer, je le vire. Vous voyez, il n'est pas prioritaire. Vous voyez, enfin, il y a un petit coup à jouer avec ça. Alors, le problème, c'est que je crois que son soutien avec Ike est assez long. Donc ça, faudrait voir, hein, c'est peut-être un peu la faille du bordel. Mais ça ne m'empêche pas de le prendre s'il y a de la place, vous voyez, hein, quand même. Parce que je crois que le total final, c'est de 19 ou un truc comme ça, donc c'est assez balèze, hein, quand même. Si je dis pas de conneries, ou peut-être même plus, c'est pas 28, non peut-être pas, quand même, peut-être pas jusque-là. Non, je sais que... Parce que je sais que Ike, par exemple... C'est pour ça que c'est super intéressant le soutien avec Oscar. Oscar, c'est un soutien qui se débloque au niveau A en 11 chapitres. Non mais sans déconner. Et on peut pas dire qu'il y ait une excuse, si vous voulez. Vous voyez, avec un coup critique, il mourrait là. Hein, voilà. Mais on peut pas dire non plus que Oscar arrive très tard, et donc du coup, c'est logique qu'il y ait moins de chapitres. Non, justement. Il y a des différences. Soren et Oscar arrivent à peu près au même moment, on va dire. Et pourtant, je crois bien que... Non, c'est peut-être bien 18, hein, on va remarquer. Parce que je crois que c'est 11 avec Oscar, justement. Et je crois que c'est assez élevé avec Soren, hein, il me semble bien. C'est beaucoup plus élevé. Donc, du coup, là, c'est aussi quelque chose qui nous interroge. Vous voyez ? Parce que... Si je peux avoir un soutien A, donc quand même de l'esquive à gogo en 11 chapitres au lieu de 19, et que ça mette 10 ans pour avoir quelques dégâts en plus, certes, mais voilà, ça se débat. Alors après, je vous dis sincèrement, dans ce jeu qui est la facilité sur 20, l'esquive ne sert à rien. Moi je vous dis franchement, enfin avec la façon dont on a de jouer, l'esquive, mais franchement, même si vous jouez plus resserré, justement si vous jouez plus resserré, vous mettrez les objets de boost à d'autres personnes que A, on est d'accord. Vous allez entraîner peut-être moins de gens, donc il y aura plus d'expérience sur les gens qui vous resteront. Donc vous voyez, enfin bon bref, de toute façon ça sera la même chose, hein, soyez-en sûrs. Nous, notre bonus, c'est juste de pouvoir entraîner un peu plus de monde, parce qu'on a refait quelques chapitres et qu'on a des stats solides. Vous voyez, c'est ça en fait. Hein. Mais sinon, voilà. Donc en fait, l'esquive, même, elle sert jamais à rien. Hein, contrairement à Radiant Dawn, où là je trouve que c'est un chouïa plus utile quand même. Mais voilà. Le truc, je pense que... Du coup, l'attaque est quand même plus utile, vous voyez, de Soren. Mais ça met un peu plus de temps, donc c'est assez à débattre, hein, franchement. Alors sachez quand même hein, que un Ike Soren, c'est que un seul point de dégâts. Hein, c'est pas non plus mirifique. Hein. C'est voilà. De par le fait que c'est arrondi à l'inférieur, comme il n'y a qu'un seul postulant qui finalement joue son jeu, c'est-à-dire qui donne de l'attaque hein, finalement, bah, fatalement, arrondi à l'inférieur, ça fait que 1 point. Donc vous voyez, on a un petit peu d'esquive et un petit peu d'attaque, donc ça se débat vraiment. Après, ça n'empêche pas de toute façon de faire au moins un soutien B, par exemple. Ça peut être intéressant. Et notamment, laisser le soutien A avec Monsieur Oscar, hein, notamment. Surtout que si Soren va gicler de temps en temps, vous voyez, c'est intéressant. Hein. Bon, cela dit, Oscar finit très vite ses soutiens, je vous le dis aussi, et souvent, c'est lui qu'on gicle aussi, parce que... Donc vous voyez, on pourrait débattre, hein. Franchement on pourrait débattre. Et puis à la marge, pouvoir entraîner Monsieur Soren, parce que de toute façon son T1, ça va soit être du bonus expérience, soit il faut le prendre sur la map. Donc voilà. Mais il y a quand même à un moment donné du jeu, où il y a de la maîtrise,
Notamment, je pense, un petit peu avant la forêt de Serenes, un chouïa avant, une fois qu'on a fini les gros investissements, et qu'on s'approche un petit peu, vous voyez, du désert avec Tormod. On pourrait presque le favoriser un peu. Alors le problème, c'est qu'il faut quand même qu'il y en ait un des deux qui passe Tormod et Soren T2 assez vite, hein, pour quand même faire le taf. Mais faudrait voir en termes de répartition. Hein. Voilà, donc là je me décharge pour voler la cure. Donc le mec qui reste. Là on a tué le boss tranquille. Alors sachez quand même, hein, je vous le dis, qu'il y a encore un renfort au tour numéro 8. Hein, donc c'est pas la peine de se sprinter la gueule à fond. Puisqu'on a encore le temps là. Mais là, la map est maîtrisée. Hein. Ça nous rappelle le pont un petit peu hein, quand on attendait là. C'était un petit peu particulier quand même. Alors vous aurez toujours des détracteurs hein, qui vous diront oui, mais ce que tu fais c'est du boss leveling. Non, il n'y a pas de boss là en fait, hein, mais j'attends les renforts en fait tout simplement. On est complétionniste, donc on détruit tous les ennemis qui arrivent. Alors c'est vrai que ça poserait un souci ce côté complétionniste, parce que ce qui fait que par exemple dans un Fire Emblem comme le Fire Emblem 12 par exemple, vous savez c'est le deuxième sur DS, hein, qui a été sorti qu'au Japon. Mais je ne l'ai pas fait, non, ça n'existe pas, je ne l'ai jamais fait. Mais effectivement, dans celui-là, pour le coup, il y a des renforts des fois, au tour numéro 20, 22, 23, vous voyez. Donc souvent, on met limite pas mal de temps. Et en termes de tours, ça va pas être très très joli, vous voyez. Hein. Alors qu'on peut téléporter la personne et finir le truc en 2-2, vous voyez. Donc ça se débat. Mais de manière complétionniste, et souvent moi, quand je présente des let's play, je préfère cette approche-là, c'est-à-dire tuer tous les ennemis de la map. Ça veut pas pour autant dire qu'on va faire du boss leveling, je peux vous assurer ça, si on le fait un jour, mais ça veut juste dire que on prend toute l'expérience qu'on nous propose. Et souvent, il y a des forteresses duquel sortent des fameux mecs inopinément, voilà, et donc on doit les tuer. Donc là, je transigerai pas, hein, voilà, très clairement. Il faudra les tuer, donc attendre voilà, jusqu'au tour. Voilà, donc on va se dire que notre tour, faut jamais faire plus de, je sais pas moi, 25-30 tours hein, pour les chapitres les plus longs. Il y a des grosses variations hein, quand même. Donc malheureusement. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut, dans ceux-là, sauf si je me trompe, on ne peut pas faire de ranking. Donc ça prouve bien que peut-être que les développeurs avaient un doute. Hein. Bon après, ranker de toute façon, ça serait délicat, parce que si vous téléportez le mec pour ensuite directement tuer le boss avec Shida, hein, pour ceux qui connaissent un peu, bon bah de toute façon, vous allez pas avoir un bon rank, hein, s'il y avait un rank, le moindre rank, parce que... Donc c'est vrai que, vous voyez, les développeurs se sont dit, attends, on peut pas faire de ranking là, parce que soit il y a de la téléportation plus Shida, et ça, de toute façon, ils vont pas entraîner les mecs vraiment, ou pas assez, soit les mecs... De toute façon, ils doivent tuer tous nos renforts. Et dans ce cas-là, de toute façon, ça va mettre 10 ans. Hein. Parce que c'est vrai que c'est des jeux qui sont des redites hein, de jeux anciens, donc peut-être que c'était pas prévu à la base, c'était pas pensé pour ça. Voilà. Donc ça explique peut-être cela. Mais de manière générale, dans mes let's play, souvent, j'aime bien être complétionniste. Voilà. Et donc voilà, je crois qu'on a terminé. Mesdames et messieurs, je crois que c'était un joli spectacle hein, quand même. Il nous reste donc plus qu'un seul chapitre désormais. La fin, le rapatriement, c'est-à-dire l'épilogue. Il va falloir affronter Ashnard. Donc ça va être intéressant. Et vous allez voir qu'il y aura des petites différences. Parce que je me suis souvent posé la question, est-ce que je le fais quand même en volant les objets, parce que du coup, il n'y a plus aucun intérêt, hein, du coup, quasiment, sauf, justement, quelque chose à défendre, qui est quand même l'expérience de Volk, hein, parce qu'après tout, voilà, c'est pour ça aussi qu'on le faisait, hein, majoritairement, c'était plus pour l'argent, pour les revendre ensuite, hein, vraiment, donc c'était plutôt pour l'expérience de Volk, donc je vous le dis, je vous le révèle, dans l'épilogue, on va voler tous les objets
de la map. Voilà. Donc ça va être un peu long, mais de toute façon il n'y a pas vraiment de turn, hein. Je crois le turn ça n'existe pas, le compteur de tours dans la map finale, hein. Donc j'étais un peu plus cool, et donc j'ai fait ce travail là. Donc vous allez voir, ça va poser des soucis, puisque vous savez que Ashnard se déplace, donc on verra ça dans la prochaine et dernière vidéo de ce let's play. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures, et je vous dis à plus.